Bonjour à tous, donc avec les combats de MMA à voir pour l'année 2001, ou les combats, si vous voulez, les plus mémorables de chaque année. Alors sachez que j'ai déjà fait, si vous aimez le format de la vidéo, toutes les années de 93 à 2000, une vidéo par année, en justifiant à chaque fois pourquoi ces combats, pourquoi je les ai sélectionnés, pourquoi ils sont mémorables ou à voir. Et en fait, à travers ces vidéos, ça retrace un peu l'histoire du MMA, et ça permet d'aborder ou d'évoquer tous les combattants légendaires, parce que forcément, ils ont tous au moins un combat dans toute cette série de vidéos, et je vais essayer d'aller continuer ça jusqu'à 2020, hein, l'année qui est en cours, mais elle sera certainement finie d'ici à ce que je fasse toutes les années entre 2001 et 2019. Donc bref. Donc, au moment où je vous parle, c'est 2020, mais qui sait, hein, pourquoi pas continuer ensuite. Avant de me lancer là dans les quelques combats, je crois que j'en ai 8 à vous proposer pour 2001. Je vais faire un truc parce que je trouve que ça peut permettre de rendre la vidéo encore un peu plus intéressante. Vous me direz si cette partie de la vidéo vous plaît, mais je vais faire le point au début de l'année, au 1er janvier 2001, si vous voulez, ici, dans les différentes catégories qui étaient les meilleures, quoi, juste les 3-4 meilleurs, vite fait, et ce qui se passait. Alors il faut savoir qu'en 2001, c'est un peu les débuts des catégories de poids, hein. Les catégories de poids, elles ont émergé en 97-98, et elles se sont un peu installées, et voilà, petit à petit, à partir de 2001. Pour ce qui est des catégories de poids inférieures, donc welterweight, lightweight, c'est Shuto au Japon qui avait les meilleurs combattants. C'était la seule compagnie qui avait un gros titre dans ces catégories de poids-là. Pride n'avait aucun titre. Et UFC avait un titre, donc poids lourd, light heavyweight et welterweight. Mais le champion welterweight, Vera, était un petit peu moins coté, je vais en reparler. Donc pour lightweight et welterweight, ça se passe plutôt à Shuto. Il n'y a pas vraiment de middleweight dans le monde parce qu'aucune grosse organisation propose un titre middleweight. Au Pride, on a des combats entre des combattants qui sont plutôt middleweight, mais c'est pas officiel, ils font pas que des combats entre eux. Donc on peut considérer qu'à l'époque, on a lightweight, welterweight représenté notamment par Shuto et un peu aux États-Unis. Puis ensuite, on passera directement à light heavyweight, moins de 93 kg, et les poids lourds, bien sûr. Voilà, donc si je fais le point un peu dans ces catégories, puisqu'on peut dire qu'il n'y en a que 4 à l'époque, en lightweight, les numéros 1, ça se passe à Shuto, et le numéro 1 à Shuto, c'est Kaoluno, champion quasi invaincu, et il a battu 2 fois Rumina Sato. Je vous avais parlé d'un très bon match avec lui contre Rumina Sato en 99. Et Kaoluno, il a quand même battu Dean Thomas, qui était plus ou moins le numéro 1 aux États-Unis, puisque Dean Thomas avait battu James Pulver, et Pulver avait battu pas mal de monde, c'était un peu ce qui se passait aux États-Unis. Et Kaoluno, en plus de ça, avait battu des très bons welterweight, comme par exemple Denis Allman à l'époque, donc il était vraiment un super numéro 1 très très fort. Derrière, on pouvait considérer que c'était Dean Thomas, James Pulver. Et puis du côté du Shuto, Rumina Sato reste dangereux. On a Takanori Gomi qui monte, qui est le nouveau phénomène. Je vous en parlerai bien sûr de Takanori Gomi. Et puis à noter qu'à l'époque, parce que je trouve que c'est un petit clin d'œil sympa, PJ Penn n'a pas encore fait ses débuts, mais il vient de devenir champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien, le premier américain à devenir champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Et PJ Penn va être évidemment incontournable dans cette catégorie de poids très bientôt. Chez les welterweight, pareil, ça se passe à Shuto. Le numéro 1 à Shuto, c'est Hayato Sakurai. Je vous avais parlé d'une grosse défense de titre qu'il avait eue contre Frank Trigg en 2000. C'est un super champion. Il est invaincu en 22 combats, quand même. Il a battu pas mal de grosses références. Et il est clairement, à mon avis, au-dessus du numéro 1 aux États-Unis, qui serait plus ou moins Pat Miletich. Parce qu'il est champion de l'UFC, il est déjà à 5 ou 6 défenses de titre à ce moment-là, donc c'est quand même un gros règne. Mais Miletich, il est invaincu à l'UFC, mais il perd des combats en dehors de l'UFC, ce qui fait qu'il peut être contesté en tant que numéro 1. Il a perdu notamment dans des indies US, des petites promotions aux États-Unis, où on voyait beaucoup Matt Hughes, qui a fait 10 combats en 2000, 9 victoires, une défaite. La défaite, c'est contre Denis Allman, qui pouvait être considéré comme le numéro 1 aux États-Unis, malgré qu'il ait perdu contre Kaoluno, un lightweight. Donc voilà un peu ce qui se passait. Pour revenir à Matt Hughes, qui est quand même un nom très important à venir, il est à 22 victoires, 2 défaites en carrière à ce moment-là. Il a battu notamment des noms comme Joe Dirksen, donc des gars quand même cotés, mais il n'a pas encore eu les grosses victoires qui viendront pour lui. Donc c'est intéressant aussi de citer où en sont des combattants qui vont être importants finalement après. Donc je passe donc chez les middleweight, où le numéro 1, ça serait peut-être Sakuraba, je pense, on pourrait dire. Mais je vais reparler de Sakuraba chez les light heavyweight, donc prenez en compte que le mec est plutôt un middleweight. Mais Sakuraba, à mon avis, c'est le numéro 1 mondial chez les light heavyweight, donc les moins de 93 kg, même si lui, il en fait certainement beaucoup moins. Il doit être, à mon avis, plutôt à un poids de middleweight. Mais Sakuraba, mine de rien, il a quand même battu Vitor Belfort, Guy Metzger, Royler, Royce, Renzo et Ryan Gracie, plus d'autres Brésiliens, plus des mecs comme Carlos Newton qui étaient cotés chez les welterweight ou middleweight aussi, si on compte. Donc il était vraiment énorme et il était plus ou moins invaincu. Sakuraba, c'était l'énorme phénomène mondial, en particulier au Japon, où il était un demi-dieu. La seule défaite officielle de Sakuraba, c'est sur une erreur d'un arbitre. Lors de son premier combat à l'UFC, il avait été réintroduit dans le tournoi ensuite et il avait gagné le tournoi ce soir-là dans l'UFC Japan. Donc voilà, Sakuraba numéro 1, je pense que
Ça se tient bien, d'autant que derrière, c'est quoi? C'est Tito Ortiz qui est le champion de l'UFC, mais il est devenu champion parce que Frank Shamrock est parti à laisser le titre vacant. Je rappelle que Frank Shamrock l'avait battu en 99. Entre-temps, il a fait fort Tito Ortiz, mais pas contre des pointures, hormis Vanderlei Silva, qu'il n'a pas battu de façon très très éclatante. Et Vanderlei Silva, justement, lui, il a été excellent au Pride, il a battu Guy Metzger, et surtout, il a battu Dan Henderson, qui était invaincu à ce moment-là, pour devenir quasi l'égal de Tito Ortiz, vu que ça avait été serré entre les deux, et que dans les règles du Pride, Vanderlei aurait peut-être gagné. Derrière, on peut quand même citer toujours Vitor Belfort, Dan Henderson, qui sont quand même très cotés derrière ce groupe-là, mais ça se jouera entre ces trois-là pour être le numéro 1. Et on va dire qu'une victoire de l'un contre un des deux autres permettrait quand même d'affirmer un numéro 1, mais là, ce serait plutôt Sakuraba, je pense, au 1er janvier 2001. Puis enfin, chez les poids lourds, le numéro 1, on est peut-être obligé, je pense, de dire Mark Coleman. Il a quand même fait une énorme année 2000 en gagnant le Pride Grand Prix, le premier du nom, en battant en finale en plus Igor Vovchanchyn, qui était plus ou moins le numéro 1 mondial avant ça. Vovchanchyn qui était sur une série incroyable de 37 victoires consécutives avec quasi que des KO. Il avait battu des gros noms comme Mark Kerr quand même, donc on pouvait vraiment le considérer numéro 1 avant ça. Et puis du coup, c'est un peu comme ce que je disais pour les welterweight avec Pat Miletich. Le champion aux États-Unis, c'était Randy Couture. Il venait de battre Randleman, un monstre, donc c'était très fort. Il était invaincu à l'UFC, donc on pourrait dire Couture. Mais il avait perdu des combats en dehors de l'UFC, notamment contre Valentin Overeem ou Enson Inoue, donc pas des grosses pointures au Japon. Donc il était contestable et contesté. Derrière lui, à l'UFC, c'était des mecs comme Pedro Rizzo, mais Rizzo avait perdu contre Randleman. Randleman avait perdu contre Chuck Liddell, donc c'était un peu flou. Les seuls qui étaient vraiment solides depuis une petite période, c'était, à mon sens, Mark Coleman et Igor Vovchanchyn. A noter que dans le même temps, des futurs gros noms, Nogueira ou Fyodor Emelianenko étaient à la Rings et montaient gentiment. Et puis j'ai bien aimé aussi préciser, je précise aussi que Mirko Cro Cop et Mark Hunt à l'époque étaient encore combattants de kickboxing uniquement au K1 et que Mark Hunt venait de gagner, ou alors c'est en 2001 qu'il a gagné, oui, non, je crois que c'est en 2001 qu'il a gagné le Grand Prix. Donc ils étaient, Cro Cop était un des meilleurs et Mark Hunt était en passe de devenir carrément champion du Grand Prix du K1. Donc on en est un peu là dans l'histoire, donc c'est intéressant de parler de BJ Penn ou de ces mecs-là qui ne sont pas encore dans le MMA et qui vont faire une énorme marque, évidemment, dans la décennie à venir. Donc voilà un peu le topo. Et donc, eh bien, à partir de là, je vais vous parler des 8 combats que j'ai retenus pour l'année 2001 qui me semblent être les 8 combats à voir. Et je vais commencer par un combat hyper important par rapport à tout ce que je viens de dire. Ah oui, je voulais préciser un truc avant, quand même. C'est que c'est assez marquant à quel point l'année 2001 est une année charnière, en fait. Si on voulait découper le MMA dans des périodes, je pense qu'on devrait couper de n'importe quand, on peut reculer aussi loin dans le temps, jusqu'à 96-97 où on amène les juges, on amène des gants, on arrive avec des combattants qui ont des skills un peu plus variés et surtout un petit panel, quoi. Ils ne sont pas juste des uniques spécialistes. Et donc ça change pas mal les choses. Et je dirais que cette deuxième période qui démarre 96-97 va jusqu'à 2001. Puisque beaucoup de combattants qui ont émergé à cette époque-là ont chuté complètement. Et à partir de 2001, il y a un gros changement de garde dans toutes les catégories de poids. Vous allez voir, je vais faire le bilan à la fin de l'année de ce que je viens de dire. Et ça aura changé radicalement partout. Avec beaucoup de grands noms qui arrivent au sommet. Donc c'est vraiment très important. Donc une année charnière. Et ça commence dès le début de l'année, donc avec un combat qui est hyper important, compte tenu de tout ce que je viens de dire chez les light heavyweight, puisque c'est le combat entre Vanderlei Silva et Kazushi Sakuraba. Ça se passe au Pride 13, donc le 25 mars 2001. Sakuraba, il est en feu à l'époque, hein, c'est la méga légende. Alors que Vanderlei, lui aussi, est en train de monter. Mais Vanderlei, il a été battu par KO par Vitor Belfort, il a été battu par Tito Ortiz, donc il n'est pas encore considéré comme un numéro 1, en fait. Il a battu Dan Henderson, donc on sait qu'il est dangereux pour Sakuraba, mais il n'a pas encore battu un gars qui est plus ou moins un numéro 1. Belfort, au moment où il l'avait affronté, en était plus ou moins un. Tito Ortiz était très coté aussi, voilà. Donc il fallait qu'il batte un gros nom, et là il a Sakuraba. Et ce match, il n'est pas dans cette liste parce qu'il est super fun à regarder. Il est dans cette liste parce qu'il est vraiment un point crucial. La première immense star du Pride, qui est une immense compagnie dans l'histoire du MMA, c'est Sakuraba incontestablement. Et quand je dis immense star, je pèse mes mots, je pense que c'est pas trop de dire que c'était un demi-dieu pour les fans japonais. Ce qu'il avait réalisé en battant tous les membres de la famille Gracie, c'est de l'ordre du rêve. Pour les Japonais, c'était un rêve, vraiment. C'était magique. En plus, la manière dont il le faisait, le fait qu'il vienne du catch et qu'à la base, il est venu au MMA juste pour montrer que le catch, c'était pas que du faux et que les mecs avaient des vrais skills. D'arriver à ce niveau-là d'excellence, être considéré comme le numéro 1 mondial à une époque où il y avait quand même pas mal de monde maintenant. En 2001, ça commence à être plus garni au niveau des combattants. Et surtout vraiment de la manière dont il le faisait avec énormément de technique, un côté un peu fantasque, génial comme ça de
de créativité, et de style hyper à lui, inimitable, etc. Avec en plus un côté divertissant, que ce soit ses entrées ou son attitude pendant les combats. Enfin, c'était le rêve en fait des Japonais qui se réalisait. Et ce match, c'est la fin du rêve. Et la manière dont ça se passe, en plus, ça brise totalement le rêve parce que Sakuraba jouait beaucoup sur la domination psychologique en ayant l'air nonchalant, en rigolant, en faisant le clown en même temps, il défonçait tout ça. À partir de ce combat-là, il pouvait plus vraiment faire le clown. Et d'ailleurs, ça va lui coûter cher contre Nino Shembri, mais ça, c'est un autre combat, dont je vous parlerai pas parce que c'est pas si mémorable, mais je vous l'explique. En fait, Sakuraba, à partir du moment où il va prendre un KO dans ce combat, il va perdre avec un KO très brutal par Wanderlei Silva. Quand il va faire un peu le clown, ça va pas faire pareil parce qu'on se dit, bah oui, mais tu t'es fait niquer une fois, fais gaffe quand même, quoi. Et ça brise un peu aussi l'aura totalement de, même pas qu'un peu, hein, ça brise totalement l'aura de Sakuraba. Et puis ça affirme en numéro un la deuxième grande figure du Pride. Après Sakuraba, la deuxième grande figure, ça va être lui, avant même qu'on ait des Crocop et des Fyodor. C'était Wanderlei Silva, en plus, il a un charisme énorme, très animal, quoi, je trouve, très bestial comme ça. Et voilà, le contraste en plus entre les deux est génial. Enfin bon. Alors le combat, je disais, était pas très fun, mais il est quand même cool à regarder parce qu'en fait, on voit juste Wanderlei Silva exploser Sakuraba en kickboxing. Ce qui se passe, c'est que Sakuraba est un peu avec une garde basse, il essaye de cadrer Wanderlei, il a l'air très décontracté, il met des low kicks. Et à un moment donné, Wanderlei Silva check un low kick et le coup d'après, on voit qu'il ne le check pas et plutôt il avance au moment du low kick pour envoyer en gros un enchaînement de crochets. Ça touche et ça met KO direct. Sakuraba tombe comme une merde, terminé. C'est un énorme KO et surtout, c'est un KO où ça donne l'impression que Wanderlei il est juste beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus puissant, beaucoup plus explosif, beaucoup plus dangereux en fait. Sakuraba a l'air relativement inoffensif et si vous regardez que ce combat de Sakuraba, il a l'air nul. Mais si vous regardez tout ce qu'a fait Sakuraba avant et que vous le voyez avec ce qu'était Sakuraba à ce moment-là, et que vous ressentez ce truc du rêve brisé, je pense que c'est un combat qui a vraiment une grosse plus-value, une grosse valeur ajoutée. Au-delà du fait que je pense que c'est à voir parce que c'est une passation de pouvoir cruciale. D'ailleurs, Sakuraba avait introduit la Saku Belt, c'est un peu l'équivalent de la BMF title qu'on a à l'UFC actuellement. C'est-à-dire une ceinture qui n'était pas reconnue par l'organisation plus que ça comme champion du monde. Mais c'était une ceinture un peu de prestige pour le combattant le plus populaire, le numéro 1, machin. Sakuraba l'avait défendu victorieusement contre Ryan Gracie. Et là, il l'amène au ring. Et Wanderlei Silva gagne la ceinture. Alors Wanderlei Silva ne défendra jamais cette ceinture. Il a toujours la ceinture dans sa galerie de trophées. Mais voilà, c'était un peu, il y avait cette petite anecdote là en plus. Autre anecdote un peu sympa aussi, Tito Ortiz est là dans le ring au début du match pour donner des fleurs aux deux combattants. On pouvait penser qu'à l'époque, peut-être Tito Ortiz allait faire un combat au Pride. Alors l'UFC évidemment n'a pas autorisé ça. Mais on a assez rarement les trois meilleurs d'une catégorie de poids, un peu mythiques en plus tous les trois, chacun à leur façon, en même temps dans le même ring. Donc cette image est assez sympa aussi. Voilà, donc c'est vraiment un match qu'il faut regarder, je pense, en ayant pleinement conscience de ce qu'était Sakuraba à ce moment-là et de sentir la fin du rêve et de voir la réaction des Japonais, des gens qui pleurent et tout ça. Enfin, c'est très très fort à ce niveau-là en fait. Sinon, le combat il est expéditif de toute façon et c'est un KO qui est quand même peut-être pas parmi les tout meilleurs KO les plus beaux à voir de l'histoire, mais c'est quand même un beau petit KO. Donc on peut le voir aussi pour ça, si vous aimez les KO, et c'est quand même le cas de beaucoup de fans. Deuxième combat de cette liste, on passe chez les welterweights. Je vous avais parlé de Pat Miletich qui était le champion à l'UFC, donc c'est un combat entre Pat Miletich et Carlos Newton. On retrouve Carlos Newton qui avait été dans des très bons matchs, mais côté perdant, il avait perdu contre Dan Anderson dans une super finale d'un tournoi en 97 ou 98, je ne sais plus. Non, c'est 97. En 98, il avait eu, ou début 98, pardon. Non, c'est début 98. Et en 98, il avait aussi un match classique, vraiment super, hyper fun à voir, un duel de grappleurs contre Sakuraba au Pride. Donc c'était un combattant qui était vraiment cool, qui était bon dans tous les domaines, et pas, je dirais, excellent nulle part, en dehors de son côté excellent dans sa capacité athlétique, donc très dangereux. Et donc il affronte Pat Miletich, que je disais, était le champion de l'UFC depuis plus de 2 ans. Il venait faire pour ce combat sa 7ème défense de titre, donc c'est quand même énorme. 2 ans de règne, 7 défenses de titre, enfin je veux dire, quand t'as ça aujourd'hui, t'es une légende. Mais comme je disais, il a perdu des combats en dehors de l'UFC, ce qui fait que ça mettait entre guillemets, entre parenthèses, je sais pas comment expliquer ça, un peu avec un bémol ce règne de champion. Et Miletich, il gagnait ses matchs de façon, c'était un peu chiant. Les combats de Miletich étaient un peu chiants, mais c'est surtout un contrôle de l'adversaire et un contrôle par l'aspect tactique. Disons qu'il était bon un peu dans tous les domaines et il adaptait sa tactique en fonction de l'adversaire pour contrôler le match et gagner tranquillement. Et il semble parti pour faire ça dans ce combat. Et assez tôt, on se rend compte que Carlos Newton peut exister par son explosivité, sa puissance pour trouver des takedowns.
Et le match, du coup, il est très serré. Et on peut penser, et c'est le sentiment aussi qui transparaît, c'est que on a un peu le sentiment que Newton prend le dessus et que Miletic s'en rend compte et qu'il se dit merde, ça continue comme ça, je vais perdre. Donc il pousse un peu plus, il force un peu plus, il sort un peu de sa tactique et de son côté je contrôle, et il se fait prendre sur un bulldog choke, donc un étranglement qui est rarissime parce que c'est tout en puissance. Hein, c'est un gros headlock où vous forcez comme un porc pour essayer de bloquer une des deux artères qui irriguent le sang au cerveau suffisamment pour que ça fasse évanouir le combattant. Ou alors en serrant et en essayant de faire mal tellement à la mâchoire ou quoi que voilà. Je dirais que c'est une technique d'étranglement qui peut marcher que si le mec il est déjà un peu épuisé et qu'il a besoin de beaucoup, enfin voilà, d'oxygéner son cerveau. Et du coup là, même en coupant l'artère que partiellement, ça suffit à créer un étourdissement et éventuellement un évanouissement. Parce que normalement, faut y aller avec un os voilà, une manière, faut qu'il y ait un blocage plus net pour que l'artère se coupe pour qu'on s'évanouisse. Je vous rappelle qu'il y a une artère de chaque côté. Hein. Je ne fais pas l'expert en biologie ou en jujitsu, mais on s'en rend compte, voilà, même sans pratiquer. De toute façon, voilà, en pratiquant, on comprend qu'il faut utiliser certaines parties, le couteau du bras, machin, pour avoir un plus gros effet. Donc là, c'est tout avec le biceps, quoi. Donc il y a moins de. C'est moins dur, mais avec la puissance de Carlos Newton, ça passe. Donc rien que pour voir une soumission rare, ce combat-là vaut quand même le coup, mine de rien. Mais en plus, c'est un combat qui est super important. Première perte de titre d'un champion welterweight dans l'histoire de l'UFC. Et mine de rien, le linéage de ce titre welterweight, il va jusqu'à Kamaru Usman aujourd'hui. Hein. En gros, ce serait Carlos Newton, puis Matt Hughes, puis BJ Penn, puis Matt Hughes, puis Georges Saint-Pierre. Bon, Matt Serra va gagner, mais ça, on s'en fout. Donc Georges Saint-Pierre jusqu'à Johnny Hendricks. Johnny Hendricks, Robbie Lawler, Tyron Woodley et Tyron Woodley, Kamaru Usman. Voilà, on a tout le linéage et il n'y a pas tant de champions que ça. Donc finalement, Carlos Newton qui devient champion, même si ça n'a pas été un grand champion parce qu'il va perdre dès sa première défense de titre, c'est un champion honorable, c'est un beau combattant de l'époque, vraiment cool, assez compétitif depuis un petit moment en plus, parce que je vous parlais de lui début 98, il est toujours là en 2001, en 2002, c'est toujours bon, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, un combat assez captivant du côté tactique, gros finish, assez important historiquement, puis ça permet aussi de voir Pat Miletic. C'est quand même un combattant important de l'histoire, relativement légendaire, relativement. Et à connaître, et je voulais quand même avoir un combat avec ce gars-là. Ça va devenir surtout un très grand coach, en fait, Pat Miletic, avec son Miletic Fighting System, qui va avoir à un moment donné beaucoup de champions de l'UFC simultanément. À un moment donné, je crois qu'ils ont Matt Hughes chez les welterweight, Rich Franklin chez les middleweight, et Tim Sylvia chez les, chez les poids lourds, pardon. Donc ils avaient tous les titres de l'UFC à un moment donné, sauf le light heavyweight. Donc c'est pour dire un petit peu si le Miletic Fighting System va être un gros camp. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir un match avec Pat Miletic. Donc c'est peut-être pas le meilleur combat de l'année parmi ceux que je vous cite, c'est certainement un des moins bons. Mais je pense que c'est un combat à voir, c'est un combat qui est pas très long, qui est assez intéressant, et avec un finish unique. Et l'émergence, le sommet de la carrière de Carlos Newton, qui est un combat que je trouve assez mémorable. Combat suivant, alors pour le coup là c'est le contraire, c'est un combat qui est très important aussi, mais qui est surtout là parce qu'il est hyper fun, quoi. Il est hyper fou en fait. C'est un scénario dingue. C'est le combat entre Randy Couture et Pedro Rizzo à l'UFC 31, donc le 4 mai 2001. Couture arrive dans ce match, comme j'ai dit, champion de l'UFC en ayant battu Randleman. Il est invaincu à l'UFC, en ayant comme battu des mecs comme Randleman, donc, ou encore Vitor Belfort, ou Maurice Smith. On a pas mal de gros noms de l'histoire de l'UFC à ce moment-là. Mais Couture, il a été perdre des matchs à côté de ça. Quand il a quitté l'UFC en fait pour faire des combats au Japon, il en a gagné, mais il en a aussi perdu, notamment contre des gars comme Valentino Overeem ou Enson Inoue. C'est pas des pointures, je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, il était un peu contesté. Mais il défendait sa ceinture ici contre un très gros contender en la personne de Pedro Rizzo qui avait qu'une seule défaite sur une décision contre Kevin Randleman, un lutteur. Donc on pouvait penser qu'il avait la recette pour battre n'importe qui avec un super niveau de striking, Pedro Rizzo pour l'époque en tout cas. Mais les lutteurs pouvaient lui poser problème. Donc on s'attendait à retrouver cette dynamique-là dans ce match qui était très important pour les deux hommes. Couture pour s'affirmer comme un vrai champion et Rizzo pour tout simplement devenir champion. Et il aurait été un des numéros top 3 du monde avec cette victoire, clairement, à ce moment-là. Et je disais que le combat est dans cette liste parce que le scénario est complètement fou. Donc déjà, c'est un match qui est super important. On retrouve un peu cette dynamique striker contre grappler qui avait posé problème à Rizzo, mais on voit que Rizzo a des bonnes takedown defense. Et finalement, il se fait prendre à un moment donné dans le premier round. Et il passe tout près de se faire mettre KO. Mais quand je dis tout près, je pense qu'il y a pas mal d'arbitres qui auraient arrêté le match. John McCarthy n'arrête pas le match. Ça se finit. Rizzo est totalement à l'agonie. Il retourne dans son coin un peu titubant. Couture a l'air crevé parce qu'il a fait le forcing pour finir. Il n'a pas réussi. On arrive dans le deuxième round, c'est l'inverse. Rizzo domine ce round et il passe tout près de mettre Couture KO. Couture finit vraiment le round en galère pendant un moment et tout. C'est vraiment chaud. Rebelote, on arrive, l'arbitre n'arrête pas. Les deux repartent dans leur coin.
Couture en titubant, il a pas l'air bien. Rizzo a l'air fatigué, et en plus il est tuméfié de son premier round. Les deux sont crevés, les deux sont tuméfiés, les deux sont pas bien. Et il reste 3 rounds. On en a vu que 2 là, on n'a même pas la moitié du match, c'est déjà ouf. Et après, on a ce truc un peu épique où les mecs sentent qu'ils sont crevés, ils puisent et tout. Chacun a un peu son round, entre le round 3 et le round 4. Couture réussit des takedowns, mais c'est plus ou moins tardif et il fait plus ou moins des dégâts dans la garde de Rizzo. Et on sent qu'on arrive dans le dernier round et que ça va se jouer sur le dernier round. Donc ça, c'est totalement épique avec les deux mecs crevés, tout ce que tu veux. Le dernier round est clairement nominé par Pedro Rizzo qui finit quand même le round très solidement avec Couture qui est à la merci des coups du Brésilien. Je pense qu'une minute de plus, ça peut être un KO pour Rizzo. On arrive donc à la décision, on s'attend à ce qu'on ait un nouveau champion. On se rend surtout compte qu'on vient de voir un putain de combat poids lourd, probablement le meilleur combat poids lourd de l'histoire de l'UFC à ce stade. Clairement, c'était vraiment énorme. Et la décision revient étonnamment, et à la surprise même du combattant, à Randy Couture. Très bizarre. Il semblerait en fait que les juges aient donné les rounds 3, 4 et 5 à Couture en gros. Couture lui-même est surpris, d'ailleurs il le dit dans l'interview. Ceci dit, il y a eu un rematch quelques mois plus tard. Couture a gagné de façon beaucoup plus nette avec un gros KO en étant très intelligent dans le striking debout où il fait des feintes d'amener au sol et il part sur du punch et il a une bonne boxe dans ce match et il gagne par KO sur un spécialiste du striking debout. Enfin après il finit au sol. Donc voilà, c'était peut-être la bonne décision dans le sens où je pense que dans un sens comme dans l'autre ça aurait été intéressant d'avoir un rematch et si Rizzo était devenu champion et que Couture récupère, ça aurait peut-être un petit peu cassé le linéage, entre guillemets, même si ça aurait été bien pour Rizzo. C'est le sommet de la carrière de Pedro Rizzo, qui est quand même un des grands poids lourds de cette période 98-2001. Je disais que 2001, c'était un peu une année de transition. On va voir beaucoup de nouveaux combattants qui vont être clairement à un niveau supérieur à Pedro Rizzo. Il y a quand même un dream match, je voulais le dire, qui aurait été super de voir à l'époque, c'est Pedro Rizzo contre Igor Vovchanchyn, les deux spécialistes strikers, contreurs de takedown. J'aurais vraiment adoré voir ce match au Pride, par exemple, en 2002. Ça ne se fera jamais, donc je voulais juste le citer, que c'est un peu un de mes dream match, si on devait trouver des dream matchs réels qu'on aurait pu avoir à une époque. Donc Sakuraba, Rickson, Gracie, Vovchanchyn, Rizzo, c'était des combats que j'aurais vraiment adoré voir. J'en vous en citerai d'autres pour plus tard. Mais c'est clairement un classique, c'est peut-être le match de l'année, je pense que c'est mon match de l'année pour l'année 2001. Un des meilleurs matchs de poids lourd de l'histoire de l'UFC. Et puis un match légendaire de plus pour Randy Couture, qui est une légende parmi les légendes. Et si vous voulez apprécier le niveau de légende et la classe et le style de Randy Couture, je pense que c'est vraiment un match à voir. Donc, cultissime. Un must-see impératif et absolu. Je continue avec un combat, on retourne au Pride 14, un combat moins connu, entre deux grands noms quand même américains au Pride. C'est le combat entre Chuck Liddell et Guy Metzger le 27 mai 2001, donc Pride 14. Alors Guy Metzger, c'était un gros nom établi chez la heavyweight, mais était un petit peu sur le déclin, il avait eu quelques défaites contre les meilleurs, notamment Wanderlei Silva ou Tito Ortiz. Mais ça restait un gros nom, il avait été King of Pancrase, il avait été l'un des meilleurs pound for pound, voire un des meilleurs même poids lourd, alors qu'il n'était pas poids lourd lui-même à un moment donné, dans les années 90. Bon, il était sur le déclin, mais c'était quand même vraiment une grosse pointure, il n'était pas passé loin de battre Sakuraba. Certains disent que la décision des juges était un petit peu particulière et qu'ils avaient un peu magouillé pour faire passer Sakuraba dans le tournoi. C'était un match de qualification pour le tournoi en 2000. Donc c'était quand même vraiment un mec coté. Et il affronte un jeune qui montait, Chuck Liddell, qui venait de battre Randleman par KO. Randleman, l'ancien champion poids lourd, donc c'était toute une performance à l'UFC. Mais ça avait annoncé un peu Chuck Liddell, mais ce combat-là va le mettre totalement et définitivement on the map. Tout le monde va savoir qu'attention, il y a un gros prospect dans la personne de Chuck Liddell. D'ailleurs, avec un gros match à l'UFC, un gros match au Pride, on pouvait penser qu'il a eu des contrats des deux organisations et qu'il a décidé d'aller à l'UFC, certainement pour un peu moins d'argent, j'imagine. Mais peut-être plus de confort de vie, le fait que ce soit aux États-Unis. Alors en fait, donc évidemment Chuck Liddell va gagner. C'est un combat qui se passe essentiellement debout. C'est deux gars qui ont un peu les mêmes skills, à savoir du kickboxing ou du pied-point plutôt karaté à l'origine. Pas le même karaté ceci dit, donc il y en a peut-être un qui est Shotokan et l'autre qui est Kyokushin, je sais pas. Forcément leurs origines de karaté. On sent que Liddell c'est plus un gros striker qui cherche le KO. Guy Metzger c'est plus en volume, notamment avec l'utilisation des kicks qui va pouvoir exister. Et Guy Metzger domine plutôt le premier round, mais c'est très serré. Les deux ont des situations. C'est vraiment très excitant. Ça dure 10 minutes les premiers rounds au Pride. Au bout de 10 minutes, on retourne dans les coins. Et on sent que Metzger domine, mais il semble être un peu plus fatigué sur la fin du round. Et surtout, à la pause entre les rounds, j'allais dire la mi-temps. Oui, c'est la mi-temps au Pride, parce que c'est la moitié ça dure 20 minutes. Un round de 10 minutes et deux rounds de 5 minutes. Enfin bref, à la pause, on sent le regard de Chuck Liddell et l'énergie qu'il a, où il a l'air d'être hyper conquérant et sûr de lui et un petit peu
frustré d'avoir été dominé jusque-là et on sent qu'il va revenir comme une bombe. Alors que Mesger, on sent qu'il a donné tout ce qu'il avait, qu'il a pu dominer d'une courte tête, mais il a dominé néanmoins, et que ça va être compliqué pour lui de continuer comme ça. Et ça se passe comme ça, le deuxième round, le round de 5 minutes qui suit, voit quand même une plus nette domination de Chuck Liddell qui finit par un énorme KO totalement effrayant où tu as la tête de Guy Mezger qui part en arrière, c'est vraiment terrible. Il s'effondre dans un coin. Gros KO très dans le style de Chuck Liddell qui célèbre avec son côté, tu sais, quand il serre les poings, il crie comme ça. Vraiment gros badass, gros charisme. C'est vraiment un combat qui est très fun à voir, qui est un peu un classique oublié du Pride parce qu'aucun des deux ne va faire quoi que ce soit ensuite au Pride. Chuck Liddell, je l'ai dit, hein, va devenir une légende, mais à l'UFC après ça. Quant à Guy Mezger, c'est un peu le dernier match. D'ailleurs, c'est le dernier match que je citerai dans mes listes. Intéressant avec lui. Et c'est une défaite de plus après la défaite contre Tito Ortiz dont je vous avais parlé. Et la défaite notamment contre Vandal Silva, plus des défaites notamment aussi contre des gars comme Sakuraba. Donc voilà, c'est plus ou moins une passation de pouvoir, même si pour le coup, Chuck Liddell va beaucoup plus marquer l'histoire que Guy Mezger ne l'a fait. Voilà, donc un beau petit combat. Suivant, on reste au Japon, mais on passe à la Shuto, ou à Shuto, je sais pas comment, ou le Shuto, je sais pas comment vous dites, moi je dis la Shuto, je sais pas pourquoi. Donc c'est un show qui s'appelle Shuto to the Top 7, entre Hayato Sakurai et Anderson Silva. Je vous ai pas parlé d'Anderson Silva chez les welterweight à l'époque, au début de l'année, au bilan du début de l'année, parce que même si c'était un bon welterweight, il avait battu personne, il avait même eu une défaite, donc c'était pas un monstre à l'époque, mais c'était clairement un des meilleurs welterweight au monde, tout à fait dans le style de la shoot box, et c'était vraiment un copier-coller de José Pelelendi, hein, le même physique, voilà, noir, avec ce côté un peu longiligne et très tassé en haut, avec voilà, une boxe, un kickboxing très estampillé shooté box. Et mine de rien, il posait des sérieux problèmes. Et il affrontait là le numéro 1 des welterweight à l'époque, Hayato Sakurai, invaincu en 22 matchs, avec pas mal de gros noms à son palmarès, vraiment super. Énorme star au Japon hein, à l'époque. On ne se rend pas forcément compte parce que Shuto, c'est un peu oublié aujourd'hui. Et ça va être un combat hyper intéressant parce qu'en fait, c'est le premier avènement de Anderson Silva. On pense souvent Anderson Silva comme une légende pour ce qu'il a accompli à l'UFC en tant que middleweight. Et avec raison, parce que c'est le cœur de sa carrière et c'est là qu'il a été le plus légendaire. Mais on oublie qu'avant ça, il a été le numéro 1 des welterweight en battant le monstre qu'était Hayato Sakurai à Shuto. Alors le combat, il est très bon, il est équilibré au départ. Sakurai a l'air d'avoir l'avantage sur les takedowns, la puissance. Mais au sol, il fait pas grand-chose. Anderson commence à prendre assez vite le dessus, notamment debout. Puis, sur une situation où il est proche de finir par KO, il enchaîne, il est proche de finir par un rear naked choke. Sakurai survit. Comme contre Frank Trigg, il avait survécu avant de gagner. On se dit, il va peut-être gagner et tout. Il y a le public qui est derrière. Et finalement, le dernier round, Anderson Silva contrôle complètement, domine complètement et bat de façon très nette Hayato Sakurai. Et c'est pas sur un KO surprise ou un truc, c'est vraiment en dominant le match, en contrôlant Sakurai. Il devient un vrai numéro 1 mondial, à mon sens, des welterweight parce que quand tu bats Sakurai, tu te mets au-dessus de lui, qui est immanquablement au-dessus de plein de monde. Donc tu es automatiquement, si on fait les rankings, au-dessus et donc numéro 1. Donc Anderson Silva, numéro 1 mondial des welterweight en 2001, c'est quelque chose qui est un peu oublié dans l'histoire et qui est à voir. Alors le combat, c'est pas un des plus fun, parce que c'est un peu trop à sens unique, et puis il y a beaucoup de situations un peu statiques, mais c'est quand même cool à voir, et je pense que c'est intéressant de voir Anderson Silva à ce moment-là, qui est très 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 différent dans son striking et dans son attitude, son aura, de ce qui sera plus tard. Et il bat Hayato Sakurai, qui est vraiment un nom à voir, à connaître, hyper mémorable pour ses premières années de l'histoire en fait, de la division welterweight, hein, tout simplement. Voilà, alors pour la suite des deux combattants, je reparlerai peut-être de Sakurai, je sais plus. Je crois que j'aurai au moins un autre combat avec Sakurai dans mes listes futures. Ça va rester un combattant très très pertinent pendant encore pas mal d'années, sans jamais retrouver sa place de numéro 1 dans une catégorie. Il va notamment tenter sa chance à l'UFC contre Matt Hughes, il va coincer. Et puis ensuite, il va devenir un lightweight où il va coincer aussi contre les meilleurs, notamment Gomi, au Pride. Donc c'est un gros nom à connaître qui est intéressant, qui a quelques beaux combats. Quelques beaux combats. Quelques beaux combats. Hein. Bref, j'ai un peu de mal à parler. Pour ce qui est d'Anderson Silva, je ne vais pas tout de suite dévoiler le reste de sa carrière parce que j'aurai l'occasion d'en parler énormément. C'est une légende absolue parmi les légendes. Un des combattants dont je vais citer le plus de matchs parce qu'il y a tellement de choses. Le truc, c'est qu'Anderson Silva aurait pu devenir un grand champion welterweight à l'époque, mais il va décider de partir de Shuto, de laisser le titre vacant et d'aller au Pride où il va affronter des gars plus lourds que lui. Et il va avoir un peu de mal, notamment sur la partie grappling, et du coup, il va changer de camp d'entraînement, il va passer à la Brazilian Top Team. Et c'est là que son jiu-jitsu va s'améliorer grandement, et son kickboxing va changer aussi. Et il va trouver son style qui va faire de lui la légende qui sera à partir de 2007,
7, 8. Hein, vraiment particulièrement. 2005-6 plutôt même. Ouais, 2006, on va dire. Voilà. Combat suivant. Alors là aussi, c'est pas un combat qui est hyper fun à voir, mais c'est juste obligatoire. C'est le combat entre Mark Coleman, le numéro 1 des poids lourds, je disais, contre Antonio Rodrigo Nogueira, futur méga légende et quelqu'un qui va devenir un des 3 meilleurs poids lourds pour quasiment toutes les années de 2001 jusqu'à 2009-2010. Donc c'est assez monstrueux, hein, Nogueira. Ça va rester vraiment dans le top du top toute cette période-là. Et voilà, c'est son arrivée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive ici comme une totale inconnue, Nogueira. Personne ne le connaît vraiment au Japon. Il est invaincu, mais il n'a pas battu de gros noms. Non, il n'est pas invaincu. Il a une défaite en split decision contre Dan Anderson, pardon, à la Rings. Mais en dehors de ça, il a battu tout le monde avec plus ou moins de l'aisance, mais pas de très gros noms. Nogueira, c'est un des meilleurs poids lourds, voire le meilleur certainement poids lourd de la Brazilian Top Team, école du Brésil fondée par Bustamente et Mario Sperry, qui est spécialisée dans le jiu-jitsu avant tout. Mais c'est des gars qui s'entraînent pour le MMA, hein, donc ils sont quand même pas mauvais en boxe et tout ça. Mais voilà, c'est une totale inconnue. Et Coleman, il a tellement de références, y compris contre ce profil de combattant. Il avait battu notamment Alan Goesch, un autre membre de la Brazilian Top Team, en le mettant au sol, en trouvant une position north-south, hein, donc la position 69, hein, si vous voulez, et en faisant abattre une pluie de genoux sur le visage de son adversaire avant qu'il cède. Il avait battu Wolf Chansons comme ça, il avait battu Alan Goesch comme ça devenait un peu la recette Mark Coleman. Et ça semblait compliqué de ne pas se faire avoir, parce que Coleman, il te met quasi obligatoirement au sol en début du match. Et bon, on se dit, peut-être un gros spécialiste de jiu-jitsu peut éviter d'avoir une position dangereuse, surtout dans un ground and pound point dangereux, à voir. Mais on ne pouvait pas s'attendre à ce que Nogueira gagne de façon aussi éclatante. Nogueira, il va gagner hyper vite, en fait. Il va dominer un peu en boxe. Coleman va amener le takedown très vite. Et une fois au sol, en fait, il va être surpris, il le déclarera plus tard, par la grippe, la puissance dans la grippe de Nogueira. Et il va être pris dans un triangle, en fait, très vite. Triangle plus armbar. Coleman tape sur l'arbitre, il se remet debout, mais c'est trop tard. Et on a l'impression qu'après le match, il est un peu là, genre, ah putain, merde, bah oui, ça peut bien arriver de temps en temps que je perde un match contre un Brésilien. Mais on n'a pas l'impression qu'il réalise et que les commentateurs réalisent que c'est l'arrivée au sommet d'un monstre des poids lourds à l'époque, Nogueira, qui aurait battu Coleman certainement. Vous faites 10 matchs, il l'aurait battu au moins 9 fois sur les 10, quoi. Il était meilleur en boxe et au sol, c'était son domaine, il était vraiment trop au-dessus de Coleman. Et on le verra, hein, il va soumettre énormément de monde, ça va être le roi des soumissions tard dans le combat après avoir souffert. C'est vraiment un mec qui a une carrière et qui a beaucoup de matchs de légende, vous en reparlerez immanquablement. Mais voilà, c'est un match qui est crucial parce que c'est la fin de Mark Coleman, qui est un peu le dernier des Mohicans, hein, le dernier des combattants qui étaient pertinents en 96 et qui sont encore là en 2002 et qui sont pertinents en 2002. Il n'y en a pas beaucoup, voire aucun autre à ce moment-là. C'était vraiment un des derniers purs spécialistes à l'époque, vraiment où il avait qu'une seule skill, c'était la lutte, mais il s'en servait de façon intelligente, avec une trajectoire de carrière très intéressante. Bon, là c'est un peu la fin de Mark Coleman, je vous en parlerai pas, mais j'en ai parlé quand même beaucoup de fois dans ses premières vidéos. C'est vraiment un combattant légendaire de cette époque, 96-2001. Voilà, l'avènement de Nogueira, qui est une figure énormissime de la division poids lourd, l'un des 5 meilleurs poids lourds tous les temps à mon sens. Voilà, si on regarde les accomplissements, pas forcément le niveau, hein. Parce que si vous prenez les 3 meilleurs poids lourds d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont un meilleur niveau que Nogueira n'a jamais atteint. Mais voilà, si on replace dans les contextes, ça a été une carrière bien plus énorme que n'importe quelle autre carrière quasiment de toute l'histoire. On peut mettre Fyodor au-dessus, peut-être Stipe Miocic. On pourra en faire une discussion quand j'aurai fini ces vidéos, mais voilà. C'est à voir, juste pour cette passation de pouvoir énorme. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de titre de champion poids lourd au Pride, mais ce match devait désigner l'un des deux prétendants au premier titre de champion du Pride. L'autre match pour cela, c'était Tom Erickson contre Ethering, et du coup, avec cette victoire, Nogueira était promis d'affronter Ethering pour le titre inaugural poids lourd au Pride. Ça sera plus tard dans l'année, je vous en reparlerai. Parce que c'est un combat qui est incontournable. Je continue avec le combat suivant. On retrouve le titre welterweight à l'UFC. On retrouve donc Carlos Newton, le champion, qui va faire sa première défense de titre contre Matt Hughes, un des prodiges en dehors de l'UFC aux États-Unis, qui avait quasiment qu'une défaite. Et Matt Hughes, c'était l'élève prodige de Pat Miletich dans son fameux camp Miletich Fighting System. Donc au lieu que Pat Miletich obtienne un rematch, et du fait de son règne, ça aurait été légitime, Miletich va monter chez les middleweight qui est en train de se créer. Il va laisser Matt Hughes partir en welterweight et avoir ce match pour le titre. Donc c'est l'élève qui va tenter de venger son maître contre Carlos Newton, le nouveau champion. Donc c'est un combat crucial parce que Matt Hughes devient champion, et Matt Hughes, c'est tout simplement, je pense, le deuxième plus grand champion welterweight de tous les temps après Georges Saint-Pierre. Donc c'est monstrueux.
Kamaru Usman est peut-être en train de le détrôner, ceci dit. Donc à revoir dans quelques mois, je pense encore une grosse défense de titre de Usman et on pourra évoquer l'idée. Parce que Matthews a tellement été dominant à une époque où franchement il y avait quand même du niveau chez les welterweight. Ça m'embête toujours d'oublier un peu ces combattants parce que leur niveau était moindre. Certes, le niveau était moindre, mais par rapport au contexte de l'époque, le niveau était quand même vraiment balèze. Et le combat, en plus de ça, il est ultra fun et il a un finish qui est incroyable. Mais quand je dis incroyable, c'est littéralement difficile à croire. Vraiment dans le sens, c'est incroyable, dans le sens, on a du mal à le croire, mais pourtant c'est vrai. Alors le combat est très dynamique, c'est le genre de combat à toi à moi, où les deux tentent de les amener au sol, les deux réussissent au sol, ça se renverse, les deux tentent des soumissions, le mec se relève debout, c'est un peu chacun son tour, on domine et tout. C'est vraiment très très fort. Puis à un moment donné, Matthews semble avoir plutôt l'avantage sur les projections, et Newton semble avoir un petit avantage au sol par son jiu-jitsu, et il arrive à trouver un triangle, qui a l'air bien verrouillé et tout ça. Matthews d'ailleurs se relève, le soulève, le met contre la cage, pour essayer de se trouver de l'air, on sent qu'il est pas bien. Et à un moment donné, il est tout près de tomber dans les pommes parce que donc, le sang n'arrive plus à son cerveau comme nécessaire par rapport pour qu'il ne tombe pas dans les pommes. Et donc, en dernier baroud d'honneur, il décide de slammer Carlos Newton pour se sortir du triangle. Et en slammant Carlos Newton, il assomme, il met KO Carlos Newton. Mais il fait ce slam tellement tard que lui-même, il était en train de tomber dans les pommes. Du coup, quand il fait le slam, il s'effondre un peu sur le côté comme ça. Donc il est out. Carlos Newton est KO. Et on a donc un moment qui dure, 2 secondes, c'est pas long. Mais on a un moment de 2 secondes où les deux combattants sont out. Ça, c'est incroyable. Enfin, honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir jamais vu cette situation dans aucun autre combat de MMA. Voilà, il y a quelques doubles knockouts dans la boxe ou le kickboxing qui sont un peu connus, qui tournent dans des vidéos sur internet. Mais en MMA, je crois que je l'ai jamais vu, ou alors ça a dû arriver dans des ligues ultra mineures, que ça arrive à un tel niveau, parce que quand même, on parle là de 2 des 4-5 meilleurs welterweight du monde à ce moment-là. Enfin, on peut citer donc Aeto Sakurai et Anderson Silva, peut-être Donny Solman quand même aussi, qui avait battu Matthews. Voilà, c'était les meilleurs. Que ça arrive à ce niveau-là, pour une prise de titre, c'est incroyable. D'ailleurs, ce qui se passe après le match, c'est que Matthews, en fait, il gagne le combat parce qu'il se réveille un peu le premier. Il va pour mettre un coup de poing à Newton qui est out. Du coup, McCarthy l'arrête et il gagne comme ça. Et comme McCarthy l'arrête avant qu'il mette un coup, on voit Matthews qui est un peu décontenancé, genre le combat était fini. Et donc il regarde l'arbitre. Il est occupé à regarder si Newton va bien, donc il a toujours pas la réponse. Il regarde son coin et là son coin lui dit ouais mais t'as gagné mec. Et il est là, oh c'est vrai et tout, trop bien. Et il saute sur la cage. Et vraiment on voit que le mec savait pas s'il avait gagné ou pas quoi. Il vient de tomber dans les pommes et de se réveiller, donc imagine. C'était incroyable. Donc c'est vraiment une fin mythique, une des fins de match les plus cultissimes, les plus incroyables de tous les temps, sur un match qui est vraiment important et qui était en plus super fun et qui crée l'avènement d'une immense star. Matthews, c'est monstrueux. C'est vraiment l'un des plus grands champions. Si on faisait la liste des 10 plus grands règnes de champions de toutes les organisations MMA confondues, le règne de Matthews de champion welterweight est absolument incontournable. Et Matthews va être un peu le modèle de champion de l'UFC. Ça va être le modèle d'ailleurs de Georges Saint-Pierre, il en parlera. Matthews va déclarer assez vite que pour lui, il ne sera champion qu'une fois qu'il aura défendu son titre victorieusement. Phrase qui va être reprise par Georges Saint-Pierre. Phrase qu'on aurait aimé qu'elle s'applique à Conor McGregor, qui n'a jamais défendu un titre qu'il a gagné. Mais je trouve que c'est une bonne phrase, parce que finalement, quand tu gagnes le titre, tu as juste battu un mec. Quand tu défends, tu as non seulement battu ce champion, mais tu as battu un number one contender, donc tu t'affirmes un peu en haut de la division. C'est pas juste, parce que tout le monde peut battre tout le monde sur un match. Mais à partir du moment où tu fais une série sur les matchs de l'élite, c'est là que tu t'affirmes. Et je trouve que c'était vraiment un beau champion aussi pour ça. Donc j'en reparlerai évidemment, bien sûr, de Matthews, qui va faire quand même quelque chose de toute une carrière. Mais voilà, match incontournable, un des matchs les plus incontournables de l'année, à voir absolument à mon avis. Et puis enfin le dernier match, qui est l'un des 2 matchs les plus fun de l'année avec le Randy Couture Pedro Rizzo. C'est un match de poids lourd au Pride, je vous disais. C'est Nogueira contre Ethering. Alors Ethering, j'en ai pas encore parlé, c'est le petit phénomène du Pride. Toujours avec des coupes de cheveux très colorées, texan, qui vient avec son gros chapeau, gros gabarit. Un jeune qui est très complet, il s'entraîne à la Guts and Glory en Hollande, donc camp d'entraînement spécialisé dans le striking, le kickboxing, à la hollandaise. Je ne sais plus s'il n'y avait pas un Peter Hartz qui traînait dans ce club. Donc, je ne sais plus si c'était Peter Hartz, Ernesto Host ou un autre. Mais il y avait un gros nom de K1 hollandais qui était là-dedans. Et Ethering, c'était un Américain qui avait plutôt une base de lutte freestyle, qui était surtout très puissant et très dur de mettre au sol, qui combattait d'ailleurs avec les chaussures de lutte. Il y avait le droit au Pride. Donc il pouvait poser problème à Nogueira qui allait vouloir aller au sol puisque c'est spécialiste de jiu-jitsu brésilien, ceinture noire hyper forte. On l'avait vu contre Coleman. Donc il y avait un match-up qui était intéressant. Il y avait un jeune qui avait battu Tom Erickson qui était en pleine bourre, Ethering,
contre Nogueira qui avait fait la sensation en battant Mark Coleman et qui s'était affirmé comme plus ou moins le numéro 1 mondial des poids lourds. Et on a un combat qui est incroyable parce qu'à ce moment-là, Nogueira n'est pas encore hyper coté. Il a juste battu Mark Coleman. On peut se dire, bah oui, mais face à une autre situation de match, est-ce qu'il va pouvoir exister? Et là, c'est une masterclass de Nogueira, qui va faire la totale sur Ethering. Debout, au sol, des renversements, des soumissions. Il passe la garde, il est en montée, il mitraille en ground and pound et tout ça. Et ce qui rend le match génial et hyper excitant, c'est que Ethering redouble d'énergie et de soubresauts et voilà, il va chercher dans les tripes pour se relancer, pour continuer à survivre, pour être là. Et il a quelques moments où il donne l'impression qu'il va pouvoir faire quelque chose. À un moment donné, il est en position north-south avec les coups de genoux qui peuvent partir. Ce qui est incroyable d'arriver dans cette position contre une ceinture noire de jiu-jitsu. On sent qu'il est plus puissant, que Nogueira a quand même du mal avec son gabarit. Et c'est un match qui est super excitant comme ça. Mais c'est quand même une globale grosse masterclass, une grosse domination de Nogueira, qui affirme Nogueira en gagnant comme le premier champion du Pride. Donc rien que pour ça, déjà, c'était important. Le premier champion du Pride et le numéro 1 poids lourd, clairement, à la fin de l'année 2001. Donc pour le 1er janvier 2002, si je vous refais le point, je vous redirai que Nogueira était le numéro 1. Clairement. Et c'est un match qui est super fun, avec une grosse ambiance, parce que dès qu'Ethering fait quelque chose, il était très aimé du public japonais. Le public se dit, mais elle va peut-être faire un gros comeback de fou et tout, ça serait incroyable. Donc c'est vraiment super, c'est l'un des meilleurs combats, les 2 meilleurs combats de l'année. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que les 2 meilleurs combats pour moi de 2001 sont 2 combats de poids lourds, alors que c'est quand même une division où certes il y a des trucs un peu épiques, mais souvent quand même l'action est un peu plus fun et le niveau de compétitivité est plus fort dans les autres catégories de poids. C'était pas tellement le cas à l'époque, ceci dit, quand même. Les meilleurs combattants chez les poids lourds, c'était des grosses pointures. Hein. Quand même, il y avait des gars comme Josh Barnett qui montaient, j'ai parlé de Fyodor, Nogueira, c'était quand même très très fort. Un pound for pound, ça se comparait largement aux meilleurs dans les autres catégories. Voilà. Alors je vais finir la vidéo juste en vous disant que si vous regardez un peu les catégories de poids là, à la fin de l'année, bah, on constate quoi? On constate que chez les lightweight, il y a eu un changement de garde. Alors j'en ai pas parlé à travers mes matchs parce que les combats sont pas hyper cool à regarder non plus, c'est pas hyper fun, il n'y a pas trop d'ambiance. Ça se passe à l'UFC. Kaoluno va aller défendre son titre de numéro 1 mondial à l'UFC contre un Américain qui montait très fort, Jens Pulver, dans le Miletich Fighting System d'ailleurs, Jens Pulver. Et Pulver va le battre dans une décision qui n'était pas trop évidente, c'était serré. Donc c'est une passation de pouvoir, mais tranquille, hein, pas hyper nette à l'époque. Et à la fin de l'année 2001, BJ Penn fait ses débuts en MMA et bat Carlos Uno, Carlos Uno, c'est pas le même délire. Uno, par un KO expéditif, alors qu'il est champion de Jiu-Jitsu. Donc je vous reparlerai de BJ Penn et Jens Pulver en 2002. Mais voilà un gros changement un peu en haut de l'affiche chez les lightweight déjà. Chez les welterweight, j'en ai parlé, avec l'arrivée de Matthews très fort. Et la chute pour Pat Miletich et aussi la chute pour Aieto Sakurai avec la victoire d'Anderson Silva. Donc gros changement aussi de garde avec des nouveaux noms qui vont être très importants dans les années 2000 et qui mettent fin un peu aux champions, un peu aux dominants de la fin des années 90. Chez les middleweight, ça se met en place à l'UFC avec le premier champion middleweight, Dave Mene. Je reparlerai un petit peu de ce qui s'est passé avec les middleweight en 2002 avec, on va dire, l'émergence du premier grand champion middleweight à l'UFC qui va malheureusement pas pouvoir régner tant que ça. Et puis, chez les light heavyweight, gros changement puisque Wanderlei Silva a explosé, a écrasé Sakuraba. Donc Wanderlei Silva s'affirme comme le numéro 1 du Pride et potentiellement le numéro 1 au monde parce que même s'il a des défaites contre Vitor Belfort et Wanderlei, contre Belfort ça date un peu, c'est 98. Et contre Tito Ortiz, j'ai dit contre Wanderlei. Wanderlei Silva a aussi perdu contre Tito Ortiz. Mais c'était une petite décision qui aurait peut-être pas été la même si ça avait été au Pride avec les règles du Pride et le côté on vous fait repartir et on juge aussi le fait d'approcher la fin du match, enfin tout ça, on juge la globalité. Donc, comment dire, avec cette victoire, Wanderlei Silva bat un énorme nom que Tito Ortiz n'a pas battu véritablement, ou alors pas de façon éclatante, je parle de Wanderlei Silva. Donc ça se joue un peu entre les deux, en tout cas c'est l'émergence de Wanderlei Silva et c'est la fin de Sakuraba, un gros changement dans cette catégorie de poids aussi. Et puis chez les poids lourds, évidemment, avec l'émergence de Nogueira qui a battu Mark Coleman, j'ai du mal, notamment, et puis même la montée d'un gars comme Ethering, comme Josh Barnett à l'UFC, l'arrivée aussi de Fyodor un petit peu, Semi Shield commençait à faire mal aussi à Pancras et il venait faire quelques combats au Pride. On a une nouvelle génération un peu de poids lourds qui vont rester quand même pour la plupart très très compétitifs très longtemps. Alors que jusque-là, ça changeait tous les 3-4 ans, il y avait des nouvelles hiérarchies qui changeaient avec les anciens qui n'existaient plus du tout. On n'entend plus vraiment parler des Dan Severn ou des Ken Shamrock à ce moment-là, enfin je veux dire, ils semblaient quand même nettement dépassés. Et là maintenant, la deuxième version, les Vov Shanchin et tout ça, se font dépasser eux-mêmes par cette génération, on va dire emmenée à ce moment-là par Nogueira et qui sera emmenée plus tard par, évidemment, Fyodor Emelianenko. Donc voilà un petit peu le point. C'était un peu plus long comme vidéo, mais bon, je ferai qu'une vidéo sur cette année-là, j'ai envie de détailler un peu. Donc
N'hésitez surtout pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé des matchs si vous allez les voir, ou même si vous les connaissez, que vous voulez en parler un petit peu, c'est toujours super cool. Et surtout, si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas pour rendre aussi, soit dire, bah ouais, j'aurais choisi les mêmes parce que c'est super, ça donne un peu de légitimité à la vidéo, parce que je suis juste qu'un fan parmi tant d'autres. Et puis si vous avez d'autres idées aussi, ça peut être cool d'incrémenter, donc n'hésitez pas à poster en dessous, et puis j'invite les autres n'hésitez pas à aller lire justement ce qui est proposé en dessous. Peut-être que j'en parlerai dans une future vidéo. Et puis je vous retrouve bientôt pour la même chose en 2002. On commence à rentrer dans des putains d'années, j'annonce tout de suite, 2002, il y a un de mes 3 combats préférés de tous les temps, en 2002. Et il y a un des 2 ou 3 combats les plus importants historiquement de l'histoire de l'UFC en 2002. Donc à ne pas manquer 2002 avec 10 combats dont je vous parlerai au minimum. J'hésite entre 10 et 11. En tout cas, je vous retrouve très bientôt. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.